Bonjour, alors justement, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la reproduction. Alors derrière moi, vous voyez celle des grenouilles qui forment des têtards, etc. Souvenez-vous, on avait vu une petite vidéo ou même un petit document sur la reproduction de ces grenouilles, dont certaines portaient des culottes. Enfin, on en reparlera un peu plus tard. Toujours est-il que nous avions recommencé cette heure par l'étude du puceron. Oui, celui-là. Ce puceron, vous vous souvenez, qui se reproduit sans avoir besoin de mâle. C'est une reproduction asexuée. Mais cette reproduction asexuée qui permet, regardez d'ailleurs on le voit bien ici, d'envahir rapidement un milieu favorable, comme une plante qui elle du coup va se faire dévorer par ces nombreux pucerons, elle aussi va être influencée par des conditions de milieu. Et on a vu notamment que quand ils étaient très nombreux, pouvaient apparaître alors des pucerons avec des ailes. Et oui, et ces pucerons ailés pouvaient aller plus loin. Et même, d'abord, vous notez à la suite du cours, la reproduction asexuée permet à une population d'individus de se reproduire très rapidement, point. Elle permet donc d'envahir rapidement un milieu favorable, point, à la ligne. Toutefois, selon les quantités de ressources alimentaires ou les conditions physico-chimiques du milieu, elle peut être modulée, entre parenthèses, modifiée, point. Et on avait vu que cette reproduction peut être tellement modifiée que pour le puceron, on pouvait avoir apparition de mâles avec des ailes, pour qu'ils puissent se reproduire avec des femelles qui elles aussi avaient des ailes. Et oui, le puceron est aussi capable d'une reproduction sexuée, ce qui lui permet de produire des œufs, et ces œufs vont pouvoir, eux, résister à l'hiver, alors que les adultes, eux, n'y résisteront pas. Et oui, il existe donc une reproduction sexuée. Mais le cas du puceron n'est évidemment pas un cas isolé, on peut trouver d'autres exemples, comme on le voit sur la vidéo qui suit. Donc vous inquiétez pas quand même, hein, c'est un exemple de reproduction sexuée dans le monde animal. Ce petit animal, au corps presque sphérique et recouvert de piquants, est un échinoderme. Il prédilectionne les côtes rocheuses, et c'est là que nous l'avons rencontré. L'oursin est loin d'être l'animal immobile que l'on s'imagine, ancré sur le fond de la mer. Il peut se déplacer avec rapidité grâce à ses piquants, mais surtout grâce à ses centaines de podia, sortes de petits pieds extensibles et mobiles, terminés par une ventouse, avec lesquels il prend appui sur le substrat. Au début du printemps, certains oursins libèrent un liquide granuleux de couleur orange qui s'écoule par des petits orifices, il y en a 5, localisés à la face supérieure du test. Les petits éléments qui le constituent sont ensuite facilement emportés par les courants d'eau. À la même période de l'année, d'autres individus émettent un liquide blanchâtre qui s'écoule lentement entre les piquants avant d'être lui aussi emporté par les turbulences de la mer. Revenons aux oursins que nous avons placés dans notre aquarium. Le mâle émet des spermatozoïdes. La femelle des ovules. Les courants d'eau emportent les cellules reproductrices et permettent leur rencontre. Les spermatozoïdes, attirés par une substance chimique émise par l'ovule, s'agglutinent autour de celui-ci. Ils cherchent à pénétrer à l'intérieur. L'un d'entre eux, le plus rapide sans doute, va y parvenir. C'est le merveilleux moment de la fécondation. À partir de cet instant, l'ovule n'est plus un ovule, mais une cellule œuf. La membrane, qui apparaît tout autour de la cellule œuf et que l'on qualifie de membrane de fécondation, va interdire toute nouvelle fécondation par un deuxième spermatozoïde. Elle joue le rôle de barrière de protection anti-spermatozoïde. Dans les heures qui suivent, la cellule œuf va se diviser pour donner d'abord 2 cellules, puis 4, puis 8. Et 36 heures plus tard, apparaîtra une première ébauche d'embryon que l'on va appeler morula, par suite de sa ressemblance avec une petite mûre. Plus tard encore, la morula se creuse d'une cavité centrale et se transforme en blastula. La déchirure de la membrane libère le jeune embryon dans le milieu marin.
Dans les heures qui suivent, les premiers organes vont s'ébaucher à l'intérieur de la larve. C'est l'étape de la gastrulation. Environ 4 jours après la fécondation, l'embryon acquiert un aspect typique propre au développement des échinodermes, la larve Pluteus. Pendant 2 semaines encore, la larve Pluteus va se développer. Sa morphologie va se compliquer quelque peu. Brusquement, elle va cesser de s'alimenter avant de se fixer sur un rocher ou une algue pour y subir une métamorphose, étape au cours de laquelle son aspect va se modifier radicalement. La métamorphose ne dure qu'1 heure environ. À son issue, c'est un tout petit oursin de 2 mm de diamètre à peine qui fait son apparition. 3 ou 4 jours après la métamorphose, le jeune oursin présente de nombreux piquants, ainsi que des podias capables de s'allonger considérablement. Il se déplace activement, se nourrit et commence à grandir. 3 mois plus tard, notre jeune oursin atteint déjà les 5 mm. 1 an plus tard, son test, piquant compris, dépasse le centimètre. Son aptitude au déplacement est remarquable. Deux à 3 ans plus tard encore, même s'il n'a pas encore sa taille maximale, l'oursin a atteint l'âge adulte. Il est devenu capable de se reproduire. Si on lui en laisse le temps, autrement dit, s'il ne termine pas son existence dans l'assiette d'un amateur de fruits de mer, vous pourrez peut-être le rencontrer caché sous les algues ou dans le creux d'un rocher lors d'une promenade au bord de l'océan. Et voilà un exemple de reproduction sexuée. Effectivement, vous avez des cellules reproductrices, spermatozoïdes et ovules, qui sont produites par le mâle et la femelle. On appelle ces cellules des gamètes. Ces gamètes vont pouvoir se rencontrer, on appelle cette rencontre la fécondation. Cette fécondation va permettre la formation d'un nouvel individu à partir d'une cellule œuf. Et oui, il faut que le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent pour pouvoir fusionner et former un nouvel individu. Alors cette rencontre peut se faire dans l'eau de mer, comme par exemple sur les oursins qu'on a vu nous voir, voilà. Mais vous avez aussi les poissons, etc. Tous ces animaux qui vivent généralement en milieu aquatique. Oui, ils libèrent leurs spermatozoïdes et ovules dans l'eau, voilà. Pensez-y, si un jour vous avez bu la tasse à la mer, peut-être que... Voilà. Mais il y a aussi des espèces qui peuvent faciliter la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Oui, ils peuvent la faciliter, oui, comme ça, par un accouplement. Ça permet d'être sûr que le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent, alors que dans l'eau de mer, c'est tellement vaste, on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors vous notez à la suite du cours, 2.1 en vert, la reproduction sexuée. Certains êtres vivants utilisent la reproduction sexuée pour perpétuer l'espèce, point. Cela signifie qu'il existe des individus femelles et mâles qui produisent des cellules reproductrices, virgule, les gamètes, point, à la ligne. Quand un gamète mâle rencontre une gamète femelle, virgule, il y a fécondation et formation d'une cellule œuf, point. Cette fécondation peut se faire à l'extérieur du corps, entre parenthèses fécondation externe, ou à l'intérieur du corps, entre parenthèses fécondation interne, virgule, ce qui nécessitera dans la majorité des cas un accouplement, point, à la ligne. La cellule œuf en se développant donnera un nouvel individu, point. Voilà, alors pour poser les choses, vous aviez déjà eu à faire un petit schéma en travail personnel. Alors maintenant, je vous propose de reprendre ce schéma-là. Donc vous le prenez, vous le complétez, vous le copiez sur votre cours et vous l'apprenez. C'est un schéma à savoir évidemment. Allez, bonne copie. Bien, maintenant que vous avez copié le schéma, on va se poser juste une petite question. Très bien, pour faire un nouvel individu, il faut un spermatozoïde et un ovule. Ce spermatozoïde fusionne avec l'ovule et ça fait un nouvel individu. Complet. Avec tout ce qu'il faut. Ça veut dire que dans la cellule œuf, il y a déjà tous les plans nécessaires pour fabriquer tous les organes de l'individu. Et même mieux que ça, dans le spermatozoïde et dans l'ovule, il y aurait aussi les plans. Enfin, tous les plans, une partie des plans dans la cellule œuf, il y en aurait récupéré. Enfin, toujours est-il que cette idée d'information héréditaire qui va se transmettre grâce aux gamètes, aux cellules reproductrices, c'est ce que nous verrons lors du prochain cours. Sur ce, je vous dis à bientôt.